est tous prêts, on a tous lancé. C'est bon, on peut partir. C'est déjà avancé la machine. Oui, c'est bon, c'est bon. Et maintenant, on peut partir. Dear followers, good afternoon and welcome to our Saturday talk. Président Christian Prendaikoka, bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi, Serge. Aujourd'hui, nous sommes rendus à la 9e étape de notre série intitulée « Politics is not a comedy ». La politique n'est pas une comédie. Et le thème du jour est intitulé « Concentration du pouvoir politique, facteur de déresponsabilisation et de démotivation de la fonction publique, de déconfiture des entreprises publiques, d'inefficacité, de laxisme et de clientélisme des agences de régulation. Concentration of political power, a factor of disempowerment and demotivation of the civil service, the collapse of public enterprises, inefficiency, laxity and patronage of regulatory agencies. Président, c'est tout un programme aujourd'hui. Mais comme de tradition, depuis que nous avons commencé cette série, nous allons prendre la première partie de ce talk avec la réponse que vous apporterez à des questions qui ont été posées par des internautes. Elles n'ont peut-être pas toutes trait avec le thème du jour, mais elles méritent quand même le détour. Alors la première question que nous allons prendre, elle concerne le NOSO. Oui. Elle concerne particulièrement la reconstruction du NOSO. Il y a des manœuvres qui ont cours que je ne qualifierai pas de basses manœuvres par politesse en ce moment et qui ont trait à ce que les gens veulent appeler la reconstruction du NOSO. Et cette reconstruction, elle est prônée par le gouvernement en place avec l'accompagnement des organisations internationales comme le PNUD et quelques partenaires multilatéraux. Il se trouve cependant que cet effort de reconstruction n'est pas approuvé par tout le monde. Il y a une dénonciation américaine qui s'appuie sur le fait qu'il y ait toujours des combats sur le terrain. Malheureusement, comme à l'accoutumée, il y a des forces au Cameroun qui se battent pour que cette reconstruction se fasse en l'état, parce que bien évidemment, il y a de gros enjeux économiques, de gros enjeux financiers qui sont toujours source d'enrichissement illicite. Et pour contourner un peu toute cette, on va dire, pour contourner le fait que cela ne soit pas possible en l'état, on se rend compte qu'il y a des pans du régime qui continuent de s'acoquiner avec des leaders d'opinion, notamment des religieux, pour pouvoir pousser l'opinion à accepter le fait qu'on puisse quand même rentrer dans une reconstruction du NOSO en l'état. Est-ce qu'on peut dire, selon vous, au finish, que pour perdurer dans la gabégie, pour perdurer dans même son maintien au pouvoir, le système s'est toujours allié avec une certaine élite, s'est toujours fait complice d'une certaine élite multiforme, hommes d'affaires, universitaires, religieux, dignitaires traditionnels, pour faire passer ces messages et pour rester au pouvoir. Quelle est la fondation, le socle sur lequel on devrait rétablir le NOSO et le Cameroun de façon plus large? Thank you very much for this question. Thank you, everybody. First of all, before I answer your question, this important question, I just want to remind you that my teams are in the far north, are still distributing the medical equipment to some private hospitals. So I would like to wish them good luck and a great deal of courage. You saw the deployment all over the last weeks, and je voudrais dire à mes équipes qui sont aujourd'hui dans l'extrême nord pour distribuer le matériel médical aux différents centres hospitaliers. Je voudrais leur souhaiter bon courage, je leur ai parlé ce matin, et je pense que nous devons tous être fiers de cette opération qui apporte un soulagement à ces centres médicaux, ces centres médicalisés, n'est-ce pas? Et
voilà, je leur souhaite beaucoup de courage et ils le font avec bonheur, ils le font avec détermination, ils sont très engagés par rapport à ce qu'ils font et ils ont tout mon soutien et je suis derrière eux, on est en contact permanent. Par rapport à la question par rapport à cette question, you know, it's a bit of astonishment that we are trying to go for any rebuilding of the northwest and the southwest regions while the arms are still on, while the fire is still on, actually where the war is still going on. There's no way you can rebuild any parts of the northwest or the southwest where people are still in conflict. You can only actually build the northwest and the southwest. You cannot build the northwest and the southwest without the people being involved. And you cannot build the northwest and southwest without resolving the root cause of the problem. We firstly need to have peace and reconciliation among the people, among us Cameroonians. So the first step for this should have been the release of all the political prisoners. Then the kind of demobilization, demilitarization, and so on and so forth, before we engage in the process of rebuilding. And even through the dialogue. Because je ne vois pas comment vous allez construire alors qu'il y a encore la guerre. On ne peut pas construire pendant la guerre. On ne peut pas construire pendant que les armes sont encore un peu partout en train de pétarder. Et je peux comprendre la position des États-Unis par rapport à cette précipitation pour la reconstruction. Vous connaissez l'habitude des gens chez nous. On se précipite parce qu'on vous a offert de l'argent. Et naturellement, l'organisation même qui a offert de l'argent, qui a offert cet argent, le PNUD, mais je trouve ça complètement inopportun et déplacé. Ils construisent quoi exactement? Vous construisez pour qui? Vous construisez sans qu'il y ait la paix? Vous construisez sans qu'il y ait la réconciliation? Est-ce que c'est les constructions là qui sont même mises en danger, mises en péril parce qu'il n'y a pas de paix, qui vont constituer le facteur de paix? Je pense que non. Ce qui s'est passé là-bas, c'est dans les esprits des gens. Et tant qu'on n'aura pas fait, n'est-ce pas, on n'aura pas commencé par résoudre la racine du problème, c'est-à-dire le cœur du problème, pour retrouver la paix, la réconciliation entre les Camerounais, de manière à ce que nous voulons reconstruire soit le résultat d'un processus consensuel et participatif. Vous construisez sans les gens qui sont concernés. Vous construisez pendant qu'il y a des millions de personnes, Serge, encore déplacées. Ouais. À l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur comme à l'extérieur. Ouais. Vous construisez pour qui? Encore une fois, ça va être des constructions décidées par Yaoundé. Mais vous ne voyez pas donc l'hypercentralisation, la concentration du pouvoir dans les mains d'un seul individu qui va décider à la place des gens qui vont être les usagers, les bénéficiaires. J'aurais imaginé que quand je veux faire quelque chose pour vous, je vous y associe. Tout à fait. Vous savez, il y a un vieux dicton qui dit « Ce qui se fait sans moi se fait contre moi. Ce qui se fait, soi-disant pour moi, mais sans moi, se fait contre moi. » Donc, ce que vous êtes en train de construire, soi-disant pour les populations du Nozo, mais sans leur implication, est en train de se faire contre elles. Mais comme à l'accoutumée, ce régime, on y est habitué. Et d'ailleurs, vous venez bien de le souligner, il n'aurait pas pu, je le dis très souvent, mettre 40 ans sans la complicité d'une élite multiforme.
qui comprend aussi bien des hommes d'affaires que des religieux, des hommes de Dieu, des universitaires que des sœurs traditionnelles, des hommes d'affaires, comme je viens de le dire, des hommes politiques, des femmes politiques, ainsi de suite. Mais qui ont pour principale caractéristique l'égoïsme, la corruption, l'impunité, la couardise. C'est à cause de leur complicité que le Cameroun se trouve là où il est. Parce qu'ils n'ont pas eu le courage de dénoncer un système, de dénoncer un individu, de lui dire que ça ne peut pas se faire. Et aujourd'hui, alors que les États-Unis sont en train de dire que on ne peut pas faire une construction et que je m'associe à cette observation sans qu'il y ait la paix à un endroit, ils vont chercher les religieux. À la tête de ces religieux, ils sont partis chercher le vieux cardinal Toumi, 90 ans, pour le prendre en otage avec d'autres religieux pour venir dire que c'est bien. Ils disent que c'est bien. Qu'est-ce qu'ils ont comme outil, comme indicateur, comme instrument pour dire que c'est bien? On fait une construction comme ça. Ils ont quoi? Parce qu'ils sont des religieux. Quand ils auront dit que c'est bien, vous savez le nombre de guerres qui se font au nom de Dieu, le nombre de massacres, le nombre de tueries des êtres humains qui se sont faites au cours de l'histoire, tout cela au nom de Dieu. Moi, je n'y crois pas. Je ne m'associe pas à ce genre d'opération. Ça, c'est s'ils ne se rendent pas compte que utiliser le nom de Dieu, prendre Dieu en otage pour des faits comme ceux-là, c'est extrêmement dangereux. Qu'ils ne prennent pas le nom de Dieu en otage. Ils n'ont pas Dieu en monopole. Ils n'ont pas Dieu en monopole. Et je peux leur dire qu'ils ne croient pas confisquer Dieu. C'est plutôt Dieu qui les voit. Ils ne pourront pas prendre Dieu en monopole et au nom de Dieu venir raconter n'importe quelle histoire. Ces hommes de Dieu-là, ces hommes qui se disent hommes de Dieu. On ne peut pas faire la paix. J'ai beaucoup de mal à imaginer des religieux qui viennent parler, pris en otage par des politiciens, et qui viennent parler de la réconciliation, de la construction, sans avoir établi les conditions de paix et de réconciliation. Voilà. Une autre question d'actualité, elle concerne un journaliste qui s'appelle Bijoka Sismondi Barlev, qui a défrayé la chronique cette semaine. Ce journaliste, qu'on dit proche du système, a relaté une mésaventure qui lui est arrivée. Selon lui, il a vécu le calvaire avec le ministre de la Communication, qu'il a quasiment séquestré, avec la complicité de quelques officiers supérieurs de la police, au prétexte qu'il ferait partie de ceux qui accuseraient le ministre de la Communication d'avoir détourné de l'argent destiné à la pandémie de la Covid-19. Qu'est-ce que cette actualité vous inspire? Écoutez, c'est difficile. Ce que Sismondi Barlev Bijoka a subi, malheureusement, c'est le lot des milliers de Camerounais, je dois le dire, qui subissent ce que on voit aujourd'hui au Cameroun, un État qui, au contraire de ce que ses obligations lui dictent en matière de protection de ses citoyens, a pris l'option de violer leurs droits les plus élémentaires, de bafouer leur dignité et simplement de ne pas avoir de considération pour la vie humaine. Mais ce que je dis à Sismondi Bijoka, et j'ai senti chez lui un cri de colère et de révolte à la suite de ce qu'il aurait subi, n'est-ce pas, dans les bureaux de M. Sadi. Si cela s'avère vrai, je suis fortement indigné.
Mais je dis à Sismondi que c'est ça le sens de notre combat. Le sens de notre combat, c'est de faire en sorte que ses propres enfants, tels qu'il le décrit, qui l'accompagnaient, donc ses propres enfants, qui pourraient être mes petits-enfants, ne subissent plus à l'avenir, n'est-ce pas, le sort de leur père, le sort que leur papa vient de subir. C'est le sens de notre combat. Nous menons ce combat pour que les enfants de Sismondi Bichoka, les enfants de leurs enfants, c'est-à-dire mes petits-enfants et les enfants de mes petits-enfants, demain, soient libres dans ce pays, qu'ils puissent s'exprimer librement, qu'ils puissent exprimer librement leur talent, où qu'ils soient au Cameroun, qu'ils soient chez eux partout au Cameroun. Je répète à Sismondi Bichoka que c'est le sens de notre combat. Malheureusement, très souvent, les gens ne se rendent pas compte que quand on va au festin avec le diable, on finit toujours par le payer. Le festin avec le diable est extrêmement dangereux. Le diable vous fait bien manger. Le diable vous engraisse. Mais vous devez savoir qu'à la sortie de ce festin, il vous le fera payer. De bien belle manière. Et de bien belle manière. Le festin avec le diable est toujours dangereux. Voilà pourquoi je m'associe véritablement à sa douleur et à son cri d'indignation. Et nous allons continuer à mener ce combat. D'ailleurs, c'est la même indignation qui m'avait amené à m'exprimer, à prendre fait et cause pour Ernest Obama, qui s'est retrouvé devant le même cas, n'est-ce pas, de traitement injuste, illégal et inhumain, et qui m'avait amené à commettre un tweet pour dire que non, aussi bien Obama que son patron dans cette affaire, ils avaient exactement les mêmes droits, que nul n'était au-dessus des lois. Et dans le cas d'espèce, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de président de la République. Il ne faut pas qu'il y ait des citoyens camerounais qui soient au-dessus de la loi. Tout le monde doit être égal devant la loi. Et que M. Bichoka soit appelé par un ministre, qu'il y aille. D'ailleurs, je vais dire un peu naïvement, parce s'il imaginait un seul instant le traitement qu'on allait lui servir là-bas, n'est-ce pas, il n'aurait certainement pas amené 2 enfants, 3 ans, et je crois 1 an et demi. Lui, il y allait de gaieté le cœur. Je ne sais pas s'il pensait qu'il était en terrain ami ou favorable. Mais ce qu'il nous a décrit après est simplement, pour moi, inadmissible. Il n'y a aucune raison, je dis bien aucune, qui peut justifier le traitement qu'il a décrit s'il est avéré. Et je répète, c'est le sens de notre combat. Malheureusement, je vais dire à Sismondi que nous ne pouvons, tout cela est le résultat de la complicité de beaucoup de gens, y compris dans sa profession. Parce que je répète, ce régime ne peut pas avoir, n'est-ce pas, duré aussi longtemps et avoir produit des monstres qui sont sans humanité et avoir produit des Camerounais insensibles qui n'ont aucune empathie pour ce qui arrive aux autres. C'est-à-dire que
normalement, les gens, j'aurais dû voir des gens se lever et avoir, n'est-ce pas, la même révolte que Sismondi Bichoka, pour peu qu'on ait un peu d'empathie. Parce qu'à certains moments, quand ça arrivait probablement à Obama, certains disaient ça n'arrive qu'aux autres. Mais quand ça nous arrive, là on peut comprendre que non, c'est le lot de nous tous. Ah ben oui, le jour où on nous a arrêtés comme ça, comme des malotus, sur Aben Zonga, Maurice Kamto, moi et Aben Zonga, nous mettant les menottes à la main comme des malotus, ainsi de suite. Certainement, il y a des gens qui ont dû se réjouir en se disant ça arrive qu'aux autres. Alors que là, aucune charge, rien du tout. Nous traîner comme ils l'ont fait, de toute façon, je ne sais pas, moi, ici là pour me plaindre, mais il y a beaucoup d'autres qui ont fait la description des conditions dans lesquelles on a été traité. Mais on pouvait penser au Cameroun que ça arrive qu'aux autres. Mais non, on se dit jamais, plus jamais. Il faut qu'on se batte pour que ça n'arrive plus aux enfants de Bichoka. 3 ans, 1 an et demi. Non, ils ne vont pas vivre ce Cameroun de terreur, ce Cameroun de déshumanisation, ce Cameroun de torture, ce Cameroun terre de castrats. Il faut qu'ils vivent un Cameroun qui deviendrait une terre d'opportunité. Un Cameroun qui deviendrait une terre de liberté. Liberté de créer, liberté d'oser, liberté d'innover, liberté d'entreprendre, liberté de réussir, voire d'échouer et de recommencer. Qu'il soit libre. Liberté de croire, liberté d'aimer, bien entendu. C'est ce Cameroun qu'on souhaite. Voilà ma réponse à cette question. Président, vous avez utilisé 2 termes forts dans votre réponse. Déshumanisation, monstruosité. Des images choquantes ont été diffusées sur Internet montrant un anglophone détenu depuis plus de 2 ans qui est décédé dans son lit d'hôpital avec les menottes au poing. Il n'avait pas été jugé, il était détenu depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'une image comme celle-là peut renvoyer à des personnes à qui on dit qu'on va venir faire de la reconstruction? Serge, avant, bien entendu, mais je voudrais vous rappeler, parce que ce sont des images qui m'habitent quotidiennement. Je voudrais vous rappeler avant cela, pratiquement au milieu de l'année 2019, hein, ma fille, souvenez-vous qu'on massacre un bébé. Un bébé, 4 mois. Vous êtes déshumanisé, puisque je n'ai pas vu, en dehors des discussions dans les chaumières, je n'ai pas vu les mamans sortir pour dire non. Pour dire non. Les mamans camerounaises, jeunes, moins jeunes, dire non. Que ça là, ça ne doit pas arriver. Je vous parle d'un bébé de 4 mois. Je n'ai pas vu des leaders politiques ou des leaders, toutes catégories confondues, c'est-à-dire au-delà de nos chapelles partisanes, faire front commun, parce qu'il s'agit aujourd'hui de cela. C'est-à-dire que je sois du RDPC, que je sois du MRC, que je sois du SDF, de l'UNDP, et ainsi de suite, mais je me serais attendu à voir des leaders d'opinion, toutes religions confondues, tout parti politique confondu, dire que c'est inadmissible. Si une société n'est pas capable de produire ce genre de leader, vous comprendrez, Serge, que ce soit une société déshumanisée. Vous avez affaire à ce moment-là à des animaux, vous n'avez plus affaire à des êtres humains. Vous n'avez plus affaire à des êtres humains. Parce que ici, nous ne sommes pas dans, je ne suis pas dans un combat partisan.
Je ne suis pas ici en train de défendre le MRC, ou le SDF, ou le RDPC. Je suis en train de défendre une société civilisée, une société humaine que nous devons bâtir au Cameroun. Une société qui se projette dans l'avenir et qui n'a pour seul objectif, pour seule finalité que l'homme. De rendre cet homme-là, quand je dis homme, je pense bien entendu aux femmes également, une société dont toute l'action de l'État, toute l'action des leaders n'a pour seul but que d'assurer le bonheur de ses enfants. Mais quand vous avez une société où il n'y a plus ça, non. Quand je vous vois, tout mon rêve, je vous le dis souvent, c'est que vous puissiez réaliser vos aspirations matérielles, intellectuelles, spirituelles. C'est ce cadre que nous devons créer. C'est pas autre chose. Mais si nous sommes venus faire cette politique, où nous sommes venus, nous cherchons des positions de dirigeants dans une société pour des fins égoïstes, we miss the target. We absolutely missed the mark. We absolutely missed the mark. The purpose of politics is about the people. It's about the happiness of the people. It's not about our selfish interest. Whatever your position, should you be a business leader? Should you be a political leader? Should you be a religious leader? You know, the purpose of any public action is about the happiness of the people. If this is lacking in the public action, in any action that you are trying to do for the public, you're missing the target. You should do it for the interest of the people, and that's all. This is my answer. Une autre actualité, Président. Le Conseil supérieur de la magistrature aurait dû se réunir sur convocation de son chef la semaine qui vient de s'écouler. Ce conseil a été différé pour la raison qui a été évoquée, c'était la visite du président nigérian au Cameroun, visite qui a elle aussi été, entre guillemets, reportée. Alors il y a un de nos followers qui dit, mais finalement de qui est-ce qu'on se moque? Mais c'est à moi qui pose la question. Enfin, je sais pas. Mais je crois qu'il faut dire à ce follower que la vérité finira par se faire jour. La vérité finira par se faire jour. Je pense que on peut se moquer d'un peuple un jour, mais on ne peut pas se moquer d'un peuple tous les jours. Mais encore une fois, le bonheur nous appartient. C'est à nous de le faire. Et c'est pour ça que, vous savez, vous connaissez bien la devise de Acte Agir. Prenons notre destin en main. Prenons notre destin en main. Notre destin n'est pas déterminé, Serge, par des forces tierces, de maraboutisme, de malam, ni de sorcellerie. Notre destin, notre destinée va être déterminée par notre propre travail. Et dans ce contexte, j'ai l'habitude de vous dire que les valeurs fortes, les convictions fortes d'agir, c'est croire en la science et en la technologie. Croire que nous pouvons y arriver avec la volonté de travail, n'est-ce pas? Et apprécier l'environnement dans lequel nous sommes et savoir que l'environnement, comme vous le savez, l'environnement ne doit pas être notre première victime parce qu'il est notre premier atout. Je veux simplement que le follower qui me pose la question, nous sommes à la 9e session. J'espère que je contribue petit à petit et nous contribuons entre nous à ce que la conscience, que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des animaux. Ce qui nous caractérise, c'est notre dignité. Nous avons une dignité en tant qu'être humain. Parce que il y a des moments, je suis même surpris, je ne sais pas si vous aviez vu l'image, un jour dans les réseaux sociaux, je crois que c'était un train en Inde qui avait cogné un
je crois que c'était un chimpanzé ou quelque chose comme ça. Mais on voyait un autre chimpanzé être touché d'empathie par celui qui avait été cogné et revenir pour essayer de le prendre. Si à ce niveau ça se passe comme ça, à plus forte raison, nous qui prétendons être des êtres humains, c'est pour ça que je parle d'une société déshumanisée. Si nous nous comportons comme cela au Cameroun, c'est que quelque part on est moins que les animaux, parce que eux semblent avoir de l'empathie. Vous savez, les instincts grégaires de protéger. Et nous, quand quelque chose nous arrive, on fait comme si ce qui arrive au nord-ouest, ce vieux papa meurt sur un lit d'hôpital, en prison, enchaîné, c'est comme si nous n'étions pas concernés. Ernest Hemingway disait, quand un homme meurt quelque part dans le monde, ne demande pas pour qui sonne le glas, il sonne pour toi. Ne demande pas pour qui sonne le glas, il sonne pour toi. Wherever someone is dying, in the world, Hemingway used to say, don't ask for who the bell is ringing. It's ringing for thee. It might be dying in Bamenda, it might be dying in the Pumba, it might be dying in Marwa, Mokolo, and so on and so forth, in Douala, in Yaoundé, Bafoussam. Don't ask. Who is he? He's a part of yourself. He's a part of yourself. And what's happened to this prisoner, to the old man dying with handcuffs? Don't say you're not concerned. This man dying is part of yourself. It's part of yourself. It's part of you which is dying. Until we are really concerned by Cameroonians in the spirit of brotherhood that we're trying to build now, in this consciousness of brotherhood, fraternity, we will not be there. We miss the mark. We miss the mark. Président, les relations entre la France et le Cameroun sont à la croisée des chemins. Mais est-ce qu'au-delà de tout, on devrait prendre la France toujours comme bouc émissaire de tout ce qui nous arrive? Est-ce que la France a vraiment bridé le développement du Cameroun? Et quels sont les vrais ennemis finalement du Cameroun en France? L'État français, les Français? Serge, d'abord, je vais vous dire, nous avons une attitude à laquelle il faut faire attention. Il ne faut pas que nos défaillances, on en cherche toujours les boucs émissaires. Comme M. Biya a pris la peine chaque fois que ça ne va pas, il fait des discours à la fin de l'année de la conjoncture internationale. J'ai fini par demander, est-ce qu'il y a un monsieur qui s'appelle conjoncture internationale? Un monsieur ou une dame qui s'appellerait conjoncture internationale. Le monde entier, tout le monde est concerné par cette conjoncture internationale. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons, les pays sont en compétition. Les pays sont en compétition, les régions du monde sont en compétition. Vous n'imaginez pas que la Chine se serait développée parce qu'elle a demandé l'autorisation de développement aux États-Unis ou à l'Europe. Et c'est lorsqu'elle a reçu cette autorisation qu'elle s'est mise à se développer. Non. Elle a pris son destin en main. Je vous rappelle que lorsque les colons européens sont arrivés en Chine, territoire de Macao, sur les restaurants, on mettait no Chinese, no dogs. Pas de Chinois, pas de chiens. C'était une humiliation totale des Chinois. Aujourd'hui, à force de travail, les Chinois se sont relevés. À force de persévérance, à force de résilience, ils se sont relevés et ils ont gagné le respect du monde entier. Je vous rappelle que Lee Kuan Yew, à Singapour, avait juste hérité d'un marais avec 3 peuples essentiellement, les Chinois, les Indiens et les Malais. Ils ont travaillé pour en faire l'une des nations les plus prospères du monde. Mais ils n'ont pas commencé par chercher un bouc émissaire. Ils ont travaillé. Il y a beaucoup de choses que
nous aurions pu faire par nous-mêmes. Les Français n'y sont pour rien. Comprenez ce que je veux dire? Les Français, dans leur globalité, ce n'est pas eux qui nous ont empêchés d'étendre le chemin de fer. Ce n'est pas eux qui nous ont empêchés de faire réussir nos entreprises publiques. Nous avons déjà, vous allez également me dire, quand on a commencé à distribuer le matériel médical ou quand on a organisé la distribution du matériel médical, ainsi de suite. Ah oui, on a demandé l'autorisation des Français? Non. Les Américains? Non. On l'a fait nous-mêmes, on a travaillé là-dessus nous-mêmes pour ne rien laisser au hasard. Et je vous dis tout le temps que je crois que, appartenant à ce monde où la compétition est permanente, entre les régions, entre les pays, chacun doit faire sa part, sans passer le temps à accuser les autres. C'est eux qui vous ont empêché de tenir la CAN 2019. C'est eux. Après que vous ayez dit vous-même qu'elle se tiendra aujourd'hui. C'est les Français qui vous ont empêché de tenir ça? Non. C'est eux qui vous ont empêché de tenir les comices agro-pastorales tous les 2 ans? C'est les Français? Non. Et je peux vous citer, c'est eux qui vous amènent à envoyer les préfets et les sous-préfets devenir des directeurs généraux d'entreprises techniques? C'est les Français? Non, ce n'est pas les Français. C'est eux qui vous empêchent de construire les routes? Non. Nous avons notre part à faire. Qu'on arrête de chercher les boucs émissaires partout. Le monde tel qu'il est fait, il y a des Français qui peuvent s'associer à nous dans ce travail. Quand nous-mêmes nous savons ce que nous voulons faire, il peut y en avoir qui soient contre nous, comme ça existe partout. Mais nous devons d'abord savoir ce que nous voulons. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous devons d'abord savoir ce que nous voulons. Et à ce niveau-là, il y a des marges de manœuvre. C'est bien de vous le dire. Je vais vous rappeler peut-être quelque chose que vous avez oublié. Aux États, en Amérique, les Anglais, les États-Unis, c'était une colonie anglaise. Quand vous entendez parler de la guerre de l'indépendance, et la fête de l'indépendance américaine célébrée le 4 juillet, vous pensez à quoi? Les Américains célèbrent leur indépendance le 4 juillet. C'est-à-dire que les Américains ont lutté contre leurs propres cousins anglais qui voulaient les maintenir en colonie. Ils ont dit non. Mais vous n'allez pas légiférer à Londres sur le sort, sur notre sort ici. C'est-à-dire que vous allez légiférer à 7000 km. Et nous allons rester une colonie. C'est pour ça qu'ils ont fait la guerre. Ils luttaient contre leurs propres cousins. Ainsi est le monde. Vous vous battez pour mériter votre place. Et naturellement, si c'est un problème de leadership, mais si c'est lui qui doit assurer le leadership, il passe plutôt le temps à faire la corruption et l'impunité. Il passe le temps à vous diviser dans une espèce d'ethnofascisme. Mais vous n'aurez pas le temps pour construire, même pour envisager l'avenir, pour projeter l'avenir. Donc, c'est essentiellement un problème de leadership. Et je vous ai dit l'autre jour, si un jour il nous arrivait, par exemple, d'être en position, et d'ailleurs, je vous ai souvent dit qu'on n'attend même pas à Acte Agir d'être en position. Nous avons déjà des marges de manœuvre là, maintenant. Parce que si nous ne savons pas faire maintenant, ce n'est pas le jour où nous sommes que nous saurons faire. Il faut déjà qu'on fasse la preuve de ce que nous pouvons faire dès maintenant. Comme ça, donc être toujours en situation de quelqu'un qui est en entraînement permanent. En situation de quelqu'un parce que le joueur qui va jouer un match de compétition au football ou dans tout autre sport, il s'entraîne en permanence. C'est ça qui fait en sorte qu'il soit prêt le jour du match. Donc, il nous faut être de manière permanente en situation d'entraînement. De façon à ce que, lorsque la guerre arrive, ou cette compétition arrive, que nous soyons prêts. Vous voyez? Donc, on arrête d'accuser. Ça, il peut y avoir un groupe de Français qui, pour des intérêts particuliers, je vous le signale, va s'associer à nos dictateurs ici. C'est-à-dire un groupe de Français qui, pour des intérêts particuliers et égoïstes, ira s'associer à ceux qui nous briment ici. Ça, c'est un groupe de Français.
Mais ce n'est pas la France, hein, totalement. De la même manière que vous allez trouver également un groupe de Français qui pourra s'associer à notre cause, à nous d'être vigilants. Ça existe de par le monde. Il ne faut pas qu'on dorme. Si quelqu'un veut nous attaquer, on se lève. Il faut qu'on soit très stratège, il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on soit anticipatif. C'est ça que nous devons avoir comme qualité. Et savoir que dans ce monde, si vous dormez, il y a quelqu'un qui lui regarde. Si vous dormez, et si vous dormez, il va vous donner un coup. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de cela qu'il s'agit. Et si vous avez un leadership qui somnole, qui sommeille, c'est très mauvais, il faut vous en débarrasser. Et le plus rapidement possible. Parce qu'il peut vous conduire dans le chaos. Voilà. Vous venez de faire référence à Lee Kuan Yew, qui a fait de Singapour un exemple de prospérité qui ne se discute pas. Le Cameroun et Singapour, rappelons-le, il y a 40 ans, étaient à peu près au même niveau de développement. Est-ce que nous sommes fondés de penser qu'au jour d'aujourd'hui, nous aurions pu avoir aussi le même niveau de développement que Singapour? Quand on voit ce que M. Ahidjo a fait entre 1960 et 1980, est-ce que le Cameroun, avec du recul, aurait pu être aujourd'hui une puissance comme Singapour? Oui, sans aucun doute. D'ailleurs, nous avions, du point de vue des dotations naturelles, nous avons, pas que nous avons plus de richesses naturelles que Singapour. Singapour, c'est un morceau de rocher. Singapour, ce que vous avez vu qu'il y a des richesses naturelles. Vous n'avez pas de minerais, vous n'avez rien du tout. Ou vous avez toutes les richesses minières que vous avez au Cameroun. Vous avez entendu que Singapour a la forêt, la forêt que vous avez là? Non, Singapour ne l'a pas. Comment Singapour réussit à avoir l'un des niveaux de vie les plus élevés du monde? Et vous, vous avez la forêt, vous avez les richesses minières, vous avez tout ce que vous avez. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Et d'ailleurs, si vous regardez les statistiques, elles ne sont pas les miennes, c'est les statistiques de la Banque mondiale. En 1985, le revenu par habitant du Cameroun était supérieur à celui de Singapour. Le revenu par habitant du Cameroun était supérieur à celui de la Chine. De manière tout à fait exacte, en valeur constante de 2010, statistiques de la Banque mondiale, le revenu par habitant du Cameroun était de 1800 $ en 1985. Celui de la Chine était pratiquement de 750 $. Aujourd'hui, le revenu par habitant de la Chine, n'est-ce pas, est de 7700 $ et celui du Cameroun est de 1300 à 1400 $. Vous voyez? C'est-à-dire que le nôtre dépassait en 1985 le revenu chinois, pratiquement le revenu par habitant chinois de 1100 $. Aujourd'hui, les Chinois ont renversé la vapeur, leur revenu par habitant est au moins 5 fois le nôtre. Quelque part, pendant que les gens travaillent, le leadership camerounais a créé un système, comme je vous le dis souvent, qui est un système extractif. En fait, qui crée des incitations pour la consommation, pour la rente, pour la paresse, pour le parasitisme, au détriment de tout ce qu'ils peuvent créer, au détriment de la création, au détriment de l'entrepreneuriat, au détriment de l'audace, au détriment de l'innovation, n'est-ce pas? Au détriment de tout ce qui constitue les facteurs de création de richesse. Et ce système tel que vous le voyez, en fait, il vise dans sa nature, tel que vous le savez, dans son ADN, à perpétuer le statu quo. Or, pendant que le monde évolue, progresse, à cadence accélérée, mais vous maintenez le statu quo, le résultat c'est quoi? C'est que vous reculez. Vous reculez. C'est ça le résultat mathématique, cinématique, vous reculez. Et donc, si vous voulez rester dans cette dynamique, il faut que vous soyez même prêt à vous remettre en cause, souvent à détruire ce qu'il y a là. C'est ce que Schumpeter appelait la destruction créatrice. Mais vous ne pouvez pas imaginer qu'on reste dans le même modèle, les mêmes façons de faire. Je suis en train de préparer un article là, que d'ailleurs, comme c'est vous qui publiez mes affaires, que j'intitule La 4e révolution industrielle, qui concerne la révolution de l'information. Regardez aujourd'hui, ce que vous allez voir au niveau de l'intelligence artificielle, c'est aux confins à la fois
n'est-ce pas, de la microélectronique, de l'informatique, de la biotechnologie, ainsi de suite. Lorsqu'il y a la révolution au XVIIIe siècle, la révolution industrielle, elle est essentiellement, le facteur essentiel, c'est la découverte de la machine à vapeur. C'est la vapeur qui va motoriser les choses. Mais vous entendez cheval vapeur, horsepower. Pourquoi? Parce que c'est équivalent à cheval vapeur. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils avaient avant cette révolution? Qui était le moteur? C'est le cheval qui tirait. Et donc vous n'avez peut-être pas fait attention que quand on dit cheval vapeur, c'est parce que j'ai dit que maintenant que j'ai le moteur, n'est-ce pas, de la machine à vapeur, elle produit, n'est-ce pas, une force qui est équivalente à 4 chevaux, n'est-ce pas, à 4 chevaux vapeur, n'est-ce pas, et c'est pour ça on dit horsepower. Okay? Après cette révolution, vous avez au niveau des moteurs, du 19e, ça s'appelle le moteur à combustion interne, 4 temps. Après cela, au même moment, vous avez l'électricité, la découverte de l'électricité, n'est-ce pas? Mais les gens ont continué à travailler avec cela. Après, vous avez la révolution informatique, la révolution de l'information, les systèmes numériques et tout cela. Même les engins qui vont aujourd'hui dans l'espace, avant, les fusées, les lanceurs qu'on avait avaient des systèmes analogiques. Aujourd'hui, ils ont des systèmes numériques. Quand vous voyez ce que SpaceX vient de faire avec Elon Musk, c'est quand même différent. Alors, nous, j'essaie d'expliquer que même là, la manière de travailler, regardez ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Regardez la miniaturisation des appareils. Ça vous dit rien? Hier, quand je faisais des émissions de télévision dans les années 90, mais vous vous retrouviez dans un studio de la CATV, n'est-ce pas, vous vous souvenez, un gros espace, de gros engins, et si tu regardez ce que nous pouvons réussir à faire aujourd'hui. Vous ne voyez pas que quelque chose est en train de... Quelque chose se passe en termes de miniaturisation. Regardez comment les gens vont se soigner de manière différente. Regardez comment la banque va se faire de manière différente. Regardez avec la révolution des blockchains. Regardez avec le cryptocurrency et tout cela. Tout cela va changer la façon de faire. Alors, je vous pose la question. Allons-nous continuer dans nos archaïsmes et nos villageoiseries ou voulons-nous nous projeter dans la direction du monde? C'est pour ça que je viens de faire ce développement. Qu'est-ce que nous choisissons? Choisissons-nous de parier avec l'intelligence artificielle ou choisissons-nous de parier avec la sorcellerie et les sorciers? Nous sommes devant ce choix. Or, ce choix, si nous ne forçons pas, parce que c'est pour vous, nous voyons tous là, des jeunes gens, qu'est-ce que nous allons vous laisser? Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas me permettre de savoir où va le monde. J'ai vu, je suivais de très près parce que j'adore l'exploration spatiale. Je voyais ce que Elon Musk faisait, je voyais comment il a commencé. Je dis un être humain, voici ce qu'il a pu faire. Je voyais les essais et ainsi de suite. Comment il pouvait commencer, recommencer et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il mette au point un lanceur qui va pouvoir être récupéré. Et je me dis, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? Nous n'allons pas essayer. Nous n'allons pas engager les jeunes gens que vous êtes à faire une révolution agraire, une réforme agraire, à cultiver, à produire, à pêcher, à exporter. Qu'est-ce que nous dépasse en cela? Rien du tout. Je ne sais pas si vous avez déjà visité Boya Silicon Mountain. Moi, j'ai visité. Ce n'est pas l'État qui a fait les Boya Silicon Mountain. C'est les jeunes gens qui étaient là. Mais vous vous souvenez que quand les événements ont éclaté à la fin de 2016, la première chose que l'ISIP a fait, c'était de couper Internet. Or, c'était des gens qui avaient des contrats à l'extérieur, ces jeunes gens, qui faisaient du codage et ils travaillaient essentiellement pour l'exportation. On ne s'en rendait pas compte. Parce que les contrats étaient des contrats qui venaient de l'extérieur. Et ils faisaient du codage pour ces entreprises. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez cela? C'est un espèce d'environnement fertilisant. Vous protégez cet environnement. Vous, ce que vous avez fait, c'est de couper Internet. Vous voyez l'attitude vis-à-vis. Ah oui, oui. L'enjeu, c'est-à-dire que, voilà, nous ne nous projetons pas. Nous ne nous projetons. Je suis sérieux quand je dis, moi, c'est peut-être pas notre vie à nous, mais nous allons tout faire. Mais je dis à la jeune fille,
Dans quel environnement tu veux vivre demain? Dans quel environnement tu veux vivre demain? Un environnement où tu dois peiner pour aller à l'hôpital, te faire soigner. Un environnement où tu acceptes tout. On te force à épouser une personne que tu ne veux pas. On te force à faire ce que tu veux, comme ton arrière-grand-mère. Où tu dois te dire que non, il faut que ça change. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. On ne peut pas avancer à reculons. Moi, je suis comme ça. Je vous convie donc à ce qu'on avance et qu'on enlève toutes les chaînes des gens qui veulent nous faire régresser. Voilà le pari que nous avons. Voilà, moi ce que je peux dire. Et je pense que vous avez dit quelque chose. Si je compare le président Aïdjo, certainement vous allez dire moins instruit que M. Biya. Mais là, ce n'est pas le problème d'instruction. C'est un problème de caractère. Aïdjo était quelqu'un de digne, de fier. Mais pas la fierté creuse ou l'orgueil creux. Il voulait que ça se repose sur des faits, on the deeds. Il voulait que, par rapport à ses pairs, quand il va aux réunions de l'OUA, où il allait très souvent, qu'on ne le regarde pas de haut, qu'on dise qu'il a réalisé des choses. Voilà pourquoi il a fait le palais de l'unité. Mais on vous dira que pendant la construction du palais de l'unité, il était là. Il venait regarder, surveiller. Ce chemin de fer qui s'arrête en Gaoundéré, quand Aïdjo arrive au pouvoir, le chemin de fer ne fait pas Yaoundé-Ngambé. Il le fait. Il le fait. Et il avait un plan pour faire le trans-camerounais. Il y avait un bureau d'études, office des trans-camerounais, dont il avait déjà en tête de faire le trans-camerounais. Vous, donc en plan de faire le trans-camerounais, donc qu'est-ce qui devait traverser le Cameroun, de part en part. Vous arrivez, qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce que vous en avez fait de l'office du trans-camerounais? L'idée est là, telle que ça le dit, Transcam. C'est-à-dire qu'un chemin de fer qui traverserait le Cameroun de part en part. Où il est? Où est le projet? Qu'est-ce qu'il est devenu? C'est exactement cela. Il avait cette ambition, il avait cette volonté de réussir. Il était présent, il contrôlait. Vous ne pouvez rien faire, ne me parlez pas d'un leadership engagé si vous ne contrôlez pas. Si vous ne faites pas des réunions régulières, si vous ne faites pas le point avec vos ministres, ça c'est pas du management. Rien ne se fait, que ce soit dans vos familles, que ce soit dans une petite tontine de l'école, que ce soit dans n'importe quelle petite organisation. Elle ne peut pas fonctionner si les gens ne se réunissent pas, si les gens ne font pas le point. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Ce n'est pas la gouvernance que vous avez au Cameroun. Excusez-moi. Excusez-moi, qu'on fasse n'importe quoi, ce n'est pas cela. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas atteindre le moindre objectif si, vous n'en fixez pas à vos différents ministres sur la base des plans et de vos orientations que vous avez données et que vous dites à chaque ministre, par rapport aux orientations que j'ai indiquées, dites-moi comment ton ministère, à toi, va contribuer à la réalisation des orientations que je donne. Ton ministère, en tant que ministère de la Santé, le tien, en tant que ministère de l'Industrie, le tien, en tant que ministère de l'Agriculture, l'autre, en tant que ministère des Travaux publics, chacun dans son domaine. Comment il va contribuer à ce que mon projet de société se réalise? Chacun doit venir me donner cela. On discute, on débat, on tombe d'accord sur un plan d'action, un chronogramme avec des indicateurs de performance et je tiens régulièrement des réunions. Lorsque le président de la République vient vous dire la CAN se tiendra aujourd'hui, dites-moi, c'est sur la base de quoi? On lui a montré un plan
qui montrait que tout était fait, qu'on avait l'argent, qu'on avait sélectionné les entreprises, que voici le chronogramme qui indiquait que ça se tiendrait aujourd'hui. Non, il n'avait rien de tout cela. C'était encore une incantation, un vœu pieux. Un vœu pieux. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Quand vous devez annoncer, faire ce genre d'annonce publique, vous disposez déjà des plans de détail, des chronogrammes, des responsables que vous pouvez pointer. Chacun dans son domaine. C'est comme ça qu'on fait les choses, les projets. Et vous pouvez savoir, à 2 ans de l'événement, si vous tenez la route. Si vous n'avez suivi pas les dérapages. À 1 an, à 18 mois de l'événement, vous devez pouvoir savoir que vous tenez toujours le cap. Et si vous êtes en dérapage, rattrapez. Mais vous n'arrivez pas. Puisque c'est quelque chose qui devait se tenir en 2019. Il se trouve que, jusqu'à aujourd'hui, il y a des ouvrages qui ne sont pas terminés. Vous ne pourriez pas tenir en 2019. Donc les gens qui venaient lui dire qu'on va tenir aujourd'hui, c'était sur la base des incantations. Vous avez pu le voir. Certains qui disaient que oui, on aura la canne la plus merveilleuse. J'ai même ajouté dans une des vidéos, mais il leur manquait simplement de dire que la reine Elisabeth va venir assister au bac. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, comme ça. On sort des choses comme ça. Vous vous souvenez de cette émission, par exemple, Africa 24? Oui. Où un ministre dit que, mais quoi? Chef de l'État, président de la République. Quand il a dit quelque chose, c'est comme si c'était, la baguette magique. Pierre, oracle de Yahweh le Tout-Puissant. Extraordinaire. Extraordinaire. Oui. That's the curse of Cameroon. Mr. President, let us get towards the core of the talk of today. Concentration of political power, a factor of disempowerment and demotivation of the civil service, the collapse of public enterprises, inefficiency, laxity and patronage of regulatory agencies, concentration du pouvoir politique, facteur de déresponsabilisation et de démotivation de la fonction publique, de déconfiture des entreprises publiques, d'inefficacité, de laxisme et de clientélisme des agences de régulation. Mais, we are listening to you. Yeah, thank you. Mais regardez, si je prends, imaginez-vous que je sois dans une situation où tout est dans les mains d'une personne. Forcément, les autres niveaux de responsabilité sont déresponsabilisés, sont démotivés. C'est très simple. Imaginez-vous que je sois dans Sully, je n'organise pas le travail de manière que Dr Oko, se sente responsable, que Dr Monon se sente responsable, que tel et tel ne se sent pas responsable, je vais y faire tout. Donc vous seriez en train de me voir sur toutes les images là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut que je sois tellement fort qu'il faut absolument qu'on me voie à Tian, à Bangou, à Bafoussa, à Douala, à Yaoundé, à Ngaoundéré, à Bertoua, à Tokombéré, ainsi de suite. Vous comprenez? C'est aussi simple que cela. Comme je ne peux pas avoir cette capacité, forcément ça va aller très lentement. Ça prendra 6 mois. Parce que je veux absolument que tout ça repose sur moi. Comme tout cela repose sur moi, il faudra que ça me prendra 1 semaine pour faire tout l'Ouest. Après, ça prendra encore toute une autre semaine pour faire l'Éthiopie. Tout cela, parce qu'il faut que tout cela se soit moi. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, les OCO et les autres sont déresponsabilisés. Vous comprenez pourquoi un système qui est concentré, que vous organisez de manière à tout concentrer sur les mains d'une seule personne, responsabilise. Quand j'étais directeur des études et projets à la Société nationale d'investissement, les gens étaient toujours surpris parce que quand ils arrivaient, ils venaient vers moi, je dis non, mais j'ai mes collaborateurs qui gèrent quelque chose. Mais qu'est-ce que vous faites? Je dis, mais moi j'organise ça. J'organise, je crée, je vois. Et en fait, quand tout se passe sur le terrain,
je sais chaque fois où ils sont, à quel niveau ils sont. Ce travail a été préalablement préparé. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas de hasard. S'il y a une étiquette qui a été posée, cette étiquette, on l'a étudiée. S'il y a un carton qu'on a utilisé, ce carton, son dimensionnement a été étudié. S'il y a des gens qui couvrent l'événement du point de vue médiatique, ça a été étudié. C'est la seule façon de faire en sorte que les gens soient responsabilisés, que chacun fasse son travail et que ça ne devienne pas l'objet du hasard et que toutes ces énergies concourent à la réalisation de l'objectif global. Or, lorsque vous êtes dans un système où tout repose sur un individu, c'est-à-dire que la moindre décision doit remonter jusqu'au niveau le plus élevé, vous ne faites que retarder le travail. En fait, vous avez plusieurs soldats qui ne travaillent pas parce que vous avez très mal organisé le travail. Et ça provoque quoi? En fait, non seulement ça provoque la déresponsabilisation, mais ça provoque également la démotivation. La déresponsabilisation, mais également la démotivation. Et quand il y a cette démotivation, et bien sûr que c'est fini, rien ne se fait plus. Vous allez voir l'absentéisme, les gens n'arrivent plus au travail, les gens ne sont plus enthousiastes à travailler, ils ne sont pas... En fait, ils ne se mouillent plus. Ils ne se mouillent plus. Parce que vous n'avez pas fixé un objectif qu'ils partagent. Ils ne sont plus comme participants à une œuvre commune. Ils n'ont plus l'impression qu'ils partagent, ils sont à une entreprise commune dans laquelle ils ont leur partition à jouer. Ce n'est pas possible. Si vous regardez comment, quand SpaceX, pour prendre encore cet exemple, parce que c'est un challenge extraordinaire, quand ils réussissent, les Américains réussissent à envoyer SpaceX, regardez comment le nombre de gens qui sont dans l'euphorie, comment ils sont contents. Parce que c'est un travail extraordinaire, c'est des sacrifices, mais les gens le font parce que tout le monde participe. C'est ça que ça devient quand vous faites que ce n'est plus quelque chose qui est concentré sur un individu, mais vous, votre travail, c'est d'organiser de manière que tout le monde se sente concerné. C'est voilà pourquoi je vous ai demandé tout à l'heure, Serge, mais ils font la reconstruction là pour qui? Ils reconstruisent pour qui? Vous devez être bénéficiaire d'un projet, mais je vous demande pas ce que vous voulez. Moi, je décide de ce que vous voulez. Je viens, je vous l'impose. Vous me voyez avec les engins commencer à construire, mais vous ne participez pas au choix, à la définition de ce que vous voulez. Mais du coup, vous n'êtes pas concerné. Voilà pourquoi je vous parle depuis le début de ce système où les régions, les communes ne sont pas concernées. On voit un jour des gens débarquer avec des engins et se mettre à construire. Quel est leur rôle là-dedans? Quel est leur mot là-dedans? Ils n'ont rien à dire. Qu'est-ce que ça produit? Des responsabilisations, des motivations, des mobilisations. C'est aussi simple que cela. Première loi du management, si vous voulez que ça marche, gestion participative, partage de la vision, partage des objectifs, implication de tout le monde. Vous n'êtes pas là comme un Dieu qu'on a planté quelque part, un Dieu lointain, l'homme-Dieu qui n'est pas Dieu, auquel on ne peut pas accéder. Ensuite, l'autre fait de ce système, c'est que, je vous l'ai dit déjà, comme on se rend compte qu'il n'y a rien, vous n'êtes pas impliqué par rapport au succès, par rapport aux résultats, les gens commencent à développer des comportements hasardeux. Le système crée des incitations à la corruption, à l'impunité, à la paresse, et ainsi de suite. Vous allez voir ce qui va se passer pour les entreprises publiques. Que ce soit Camtel, l'ART,
chantier naval, la SNI, la SNH, ça va être, excusez-moi le terme, un bordel. Je m'excuse du terme. Lorsque vous allez voir, chacun fait ce qu'il veut. Parce qu'en fait, ces systèmes, les entreprises en tant que telles, ça devient du clientélisme et du népotisme. Ça ne participe pas d'un projet commun. Quelqu'un passe 15 ans à la tête de Camtel. D'abord, on le nomme, on ne sait pas pourquoi on l'a nommé. On l'enlève, il ne sait pas pourquoi on l'a enlevé. Il n'y a rien, il n'y a aucun audit, il n'y a aucun examen, il n'y a aucun audit stratégique pour voir si ça marche. Vous voyez, dans le cas de l'ART par exemple, on m'a parlé du cas de Madame Difo. Enfin, ce qui m'amuse, c'est qu'elle est juste un bouc émissaire. Je ne dis pas qu'elle est sainte, hein. Non, ce n'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est de dire qu'elle semble être accablée là maintenant, comme si la mauvaise gestion de l'ART a commencé avec elle. C'est ce que je veux dire. Elle est simplement dans un système. Vous savez, dans la mythologie ancienne, quand la communauté avait un problème, hein, on disait que c'est la malédiction de Dieu. Et qu'il fallait faire un sacrifice à Dieu. Donc, les gens décidaient de choisir quelqu'un qu'on va sacrifier. Elle est juste le bouc, c'est pour ça qu'on l'appelle le bouc émissaire, c'est-à-dire c'est l'agneau sacrificiel. Encore une fois, je ne dis pas que je la dédouane, non, ce n'est pas ça mon propos. C'est de dire que c'est l'agneau sacrificiel d'un système qui lui-même ne marche pas depuis très longtemps. Après tout, l'ART a eu une direction avant. Un DG qui a mis peut-être 15 ans, 18 ans, qui est parti. Vous avez déjà fait l'audit de ça, de sa gestion? Non. Peut-être même que ce que... Alors, vous imaginez que c'est Justine Difo qui a commencé? Non. Il y a eu des PCA, il y a eu des DG avant. Mais aujourd'hui, c'est entre eux. Ça, c'est justement ce que j'appelle les contradictions d'un système qui est comme celui-là. C'est-à-dire qui n'est pas orienté vers la performance. Mais par contre, je voudrais que vous ne soyez pas naïfs. N'ayez pas l'impression que la mauvaise gestion a commencé avec Difo. Non. Le système est ataviste, c'est-à-dire que les atavismes de ce système-là, c'est la mauvaise gestion. C'est la mauvaise performance. Difo n'est qu'une manifestation de cela. C'est là où je voudrais qu'on ne soit pas naïf. Elle n'est qu'une manifestation de ça. Mais si je vais plus loin, elle est un bouc émissaire où on va vous l'envoyer comme l'agneau sacrificiel et vous allez avoir l'impression que, ah oui, 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 bon, c'est elle, là on est en train de... Non, 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 non. Parce que le système, il faut à un moment donné un agneau sacrificiel. On vous le balance et vous êtes très content. Ah non, non. C'est géré mal. Si vous allez regarder toutes ces sociétés publiques, toutes ces entreprises publiques, aucune performance. Lorsqu'on va faire l'audit stratégique, je vous ai dit, 2 personnes à la tête de la SNI. Madame Yahou, 15 ans. Madame Devidou, 15 ans. Ça fait 30 ans pour 2 personnes. 30. L'état des lieux a été fait quand? Aucun. À aucun moment. L'audit n'a été fait. On va parler de ça. La SNH, 26 ans, à la tête de la même entreprise. L'état des lieux a été fait quand? L'audit stratégique a été fait quand? Et vous n'avez que ça. 15 ans, 20 ans, 10 ans. Je vous ai dit l'autre jour au Camerco. Pendant 15 ans, le conseil d'administration se réunissent, délivre des quitus de bonne gestion, et un jour vous apprenez que collapse, l'entreprise est tombée. Mais comment donc les conseils d'administration ont pu faire cela? Si vous liez ça à la gestion, à la concentration de pouvoir, c'est qu'à un moment donné, elle, directeur général, est nommée par le même décret qui vous nomme président du conseil d'administration.
et qui nomme les autres administrateurs. Aucune responsabilité n'est établie. Lorsque ça ne va pas, elle va chercher le ministre qui est probablement de sa région. Donc vous rentrez dans l'espèce d'ethnofascisme que vous avez chez nous. Et le système est complètement bouleversé. Alors immédiatement, vous voyez le problème monter jusqu'à la présidence. On sort complètement des indicateurs de performance. Ça devient une histoire villageoise. Parce que vous n'êtes pas en train de la gérer sur la base de critères neutres, c'est-à-dire des critères universels de gestion des entreprises. C'est devenu une histoire villageoise, elle se politise comme toute affaire, et je vous ai utilisé une formule la dernière fois, que des entreprises publiques commerciales deviennent des organisations politiques. Des entreprises publiques commerciales, c'est-à-dire qui doivent être gérées selon une logique commerciale, deviennent des organisations politiques, dont des organisations politiques gérées selon une logique politicienne, de clientélisme, de népotisme. Vous voyez? Et qu'est-ce qui doit pouvoir changer ça? La tête, dans un système, dans une satrapie, où tout le pouvoir est personne, c'est une personnification du pouvoir. Et comme, dès qu'elle est devenue DG, dès qu'on l'a nommée DG, vous n'avez plus à la reconnaître. Elle était brillante. Et dès qu'elle est devenue DG, je parle d'elle. Immédiatement, elle va comprendre que mais ce n'est pas ce qu'elle faisait à l'école qui l'a amenée là. Il faut qu'elle se mette à célébrer, n'est-ce pas, l'homme-dieu. Vous allez voir une directrice générale d'entreprise commencer à aller faire les meetings politiques et oublier de gérer l'entreprise. Je vois mon ami et frère Fozinda. Et les autres. Mais lui, je connais bien passer mon ami et frère Fozinda. Vous laissez le chantier naval. Vous commencez à aller faire le meeting du RDPC. Très loin du chantier naval et des exigences du chantier naval. Vous laissez les exigences du port ou des ports de gestion portuaire. Je parle bien des exigences de gestion portuaire. Parce que les ports que vous avez à gérer là sont en compétition avec d'autres ports. Et la gestion obéissent aux exigences de l'entreprise portuaire. Si vous devez gérer les terminaux à conteneurs, il faut que les délais, vos délais de coût de passage, les délais de coût de passage de vos conteneurs soient concurrentiels par rapport à ce qui se passe à Cotonou, par rapport à ce qui se passe à Abidjan, à Togo, ainsi de suite. Mais vous avez déjà compris qu'au fond, vous n'avez pas été nommé là pour bien gérer le port. Vous avez été nommé là pour célébrer, n'est-ce pas, l'homme-dieu. Tout de suite, on va vous voir passer tout le temps à Yaoundé. Vous êtes gérant du port de Douala. On va vous voir passer tout le temps à Yaoundé, ou gérant du port de Kribé. Vous allez passer tout le temps à Yaoundé. Vous voyez ce que je veux dire? De la même manière, si je laisse ça, c'est ça qui va se passer avec l'ART. Prenons les agences de régulation. Les agences de régulation étaient censées contrôler les performances des entreprises qui travaillaient dans leur secteur. Et les agences de régulation, comme ARCEP, étaient censées être à équidistance de l'État, des opérateurs et des clients. Mais à un moment donné, vous voyez le ministre qui ne comprend pas que l'agence de régulation est censée garantir l'exploitation efficiente du secteur et que l'agence de régulation est censée être à équidistance de tout cela. On politise même l'agence de régulation. J'ai vécu un cas où un responsable technique du ministère était venu me voir pour les avions MA60. Je vous ai dit, je suis conseiller à l'époque du chef de l'État. La personne qui était responsable d'un ministère technique est complètement en désaccord avec ce choix. Du point de vue technique, entre dans mes bureaux
avec 2 grosses valises de dossiers. On lui avait dit, un de ses parents lui avait dit, si vous voulez voir quelqu'un qui pourra écrire au chef de l'État, allez voir telle personne, est venue me voir. J'ai regardé le dossier. Je lui ai dit, donnez 2-3 jours. J'ai dit, ok. On a discuté ensemble. Il m'a fait part du problème. J'ai compris ce qu'il avait du point de vue technique, pourquoi il n'approuvait pas les MA60 et ainsi de suite. On a discuté. J'ai dit, ok, je vais faire une note. Mais avant d'envoyer la note, je voudrais que vous regardiez la note pour voir si elle traduit fidèlement, n'est-ce pas, ce que, enfin, la teneur de notre conversation. Donc je lui ai donné rendez-vous samedi. Le samedi matin, elle est venue et elle a regardé ma note. Elle a dit, mon Dieu, je comprends pourquoi on m'a dit de venir vous voir. Vous ne pouvez pas faire mieux, c'est court, c'est concis, ça contient tout. J'ai dit, ok, je vais envoyer. Quelque temps plus tard, on a forcé la personne. J'ai vu une nomination, je ne vous dis pas à quel niveau, mais j'ai vu la nomination de cette personne à un autre niveau, mais qui était devenu un niveau politique. Mais un niveau qui l'a mené à contredire ses propres points de vue dans ce qu'elle avait partagé avec moi. Quand vous êtes devant ce genre de situation, qu'est-ce que vous faites? Les deux choses l'une. Soit vous dites que je ne peux pas. Mais là, on dirait que c'est tout le village qui est venu dire que non, ici maintenant c'est le village qui est en jeu, c'est la pression du village, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de... Quand je rencontrais cette personne après, elle avait la difficulté à me regarder dans les yeux. Parce qu'on savait ce pourquoi on s'était battu en technique. Et on la mettait à un niveau, il fallait qu'elle approuve. Les mêmes choses qu'on désapprouvait avant. Vous voyez, et on vous en sert dans une logique villageoise qui vous oblige à accepter n'importe quoi. C'est pour ça que je dis, il nous faudra être habité de beaucoup de courage. Mais en même temps, nous faisons acte agir pour que vous vous sentiez en famille. C'est parce que quand on se sent en famille, on sent qu'on n'est plus seul. Si vous arrive quelque chose, c'est quelque chose qui m'est arrivé, et vous savez qu'on va sortir pour vous défendre. C'est pour ça que je dis toujours, acte agir est une famille. Il faut cesser de penser individuellement. Même dans les entités nationales de acte agir de par le monde, je dis non. Que vous soyez au Canada, que vous soyez en Allemagne, que vous soyez en Belgique, il faut être habité par le fait que même si vous êtes membre d'Agir au Cameroun, vous appartenez à une famille globale, c'est-à-dire mondiale. C'est ça qui va faire notre force. Et que si on vous touche, ce n'est pas vous qu'on a touché individuellement. C'est toute une organisation qu'on a touchée. C'est très important. Vous voyez pourquoi, à un moment donné, ça fait ça. Mais quand je vous compare, par exemple, Ethiopian Airlines et Khmer, vous allez vous rendre compte que Ethiopian Airlines et Khmer, qui ont à peu près le même âge, à 10 années près, Ethiopian Airlines est restée performante malgré le changement des régimes politiques. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que chaque régime politique a évité de s'ingérer dans la gestion d'Ethiopian Airlines. En leur disant, vous gérez Ethiopian Airlines selon une logique commerciale qui ne nous concerne pas. Nous, on fait là pour faire la politique. Donc, Ethiopian Airlines est resté géré comme une entreprise commerciale selon la logique de l'industrie aérienne, du transport aérien. Vous auriez beaucoup de mal à dire la même chose en ce qui concerne la Khmer. Et toutes les autres entreprises Canarco et naturellement toutes les autres entreprises camerounaises. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, ce système de concentration de pouvoir
dans les mains d'une personne, au fond, il devient très difficile parce qu'il n'y a plus un seul, comme j'ajoute souvent, sans système de contre-pouvoir. Il n'y a plus rien pour sauver le système. Il n'y a plus rien. Parce que le pouvoir central va expurger complètement tous les autres contre-pouvoirs. Quand je vous donne une organisation comme le Conseil économique et social, puisque nous étions en train de parler d'Aïdjo, du temps d'Aïdjo, pour vos parents qui ont vécu ça, ils savent que le Conseil économique et social vivait. Le Conseil économique et social était en fait une organisation qui était un peu un complément d'un Parlement. C'est-à-dire que ce que par voie d'élection, ce que la Chambre du Parlement ne peut pas corriger, peut être corrigé au niveau des recommandations du Conseil économique et social, parce que là-dedans, vous pourriez trouver la famille, les problèmes de famille, le code de la famille, des handicapés, et ainsi de suite. C'est-à-dire que si cette catégorie sociale ou sociétale n'est pas représentée dans la Chambre, n'est-ce pas, dans les deux chambres, elle va trouver sa représentation quelque part au Conseil. Vous voyez? Et à ce moment-là, le Conseil tenait des séminaires, organisait des séminaires et faisait un rapport à l'exécutif par rapport à cette problématique. Donc, le Conseil économique et social se saisissait d'un certain nombre de problèmes de la société, n'est-ce pas, et en faisait part à l'exécutif et au Parlement de manière à ce que des recommandations, des instructions soient faites pour résoudre ces problèmes. Mais là, aujourd'hui, vous n'en entendez pratiquement plus parler, malgré le budget qui est le leur. Vous n'en entendez plus parler. Vous voyez ce modèle-là. Vous n'en entendez plus parler. Dans un système qui fonctionne comme ça, parce que quelque part, l'exécutif va être sous la braise, l'exécutif va être sous la braise du Parlement, des contre-pouvoirs, ils vont se saisir d'un certain nombre d'abus qui se passent dans la société pour attirer l'attention de l'exécutif. Et l'exécutif fera attention. Mais là, vous avez une sorte on va dire quoi, d'alignement de toute la société. Mais vraiment alors, un alignement monotone. On dirait que tout le monde travaille dans le cadre d'un corset qui a enserré tout le monde. N'est-ce pas? Vraiment, c'est une camisole de force où on ne pouvait pas, d'où personne ne peut sortir. Et vous avez plein d'exemples comme ça. Une fois que j'ai ouvert ce chapitre en vous disant cela, mais vous pouvez trouver plein d'exemples autour de vous. Vous en avez plein. Plein. Jusqu'au classement de football, des équipes de football, des entraîneurs. Vous comprenez ce que je dis? Mais il y a même des moments, l'alignement. On vous dit que tel joueur a été choisi par le chef d'État. Premier entraîneur, premier sportif, premier tout. Vous voyez donc la déresponsabilisation de l'entraîneur. Mais parce que moi, quand chef d'État, j'ai déjà dit que Hippolyte Dionker va jouer. Il n'a jamais joué au football. Je le classe. Mais vous avez dit, quand il va tirer, on va dire que oui, mais heureusement que le chef d'État a dit, parce que vraiment, Dionker, c'est justement qu'il était là, sur le terrain. Vous comprenez? Vous trouvez même le moyen, n'est-ce pas, de féliciter, d'apprécier. Personne pour dire ce jour-là, mais comment est-ce qu'il est en train de dire que la CAN se tiendra au jour 10? Ce n'est pas possible. Parce qu'au moins, s'il y avait eu quelques esprits, je me souviens, je me suis déplacé pour voir quelques hauts responsables, pour leur dire que là, Dia est en train d'aller, n'est-ce pas, c'est-à-dire que sa parole va être décrédibilisée. Je ne vais pas vous donner les noms. Faites des notes. Sa parole va être décrédibilisée. Je voyais des gens âgés me regarder. Je les regardais. Et comme moi j'écris toujours, j'attendais ce que j'avais écrit. Quand on a été éliminé là, j'ai encore rencontré ces gens, ils avaient beaucoup de mal à me regarder. Ils avaient beaucoup de mal à me regarder.
Mais comme d'habitude, je vous dis, puisque vous êtes mon éditeur, vous allez voir les papiers un jour, vous connaîtrez de qui il s'agit. Voilà. Vous arrivez à un système où même des gens âgés, responsables, qui ont fait leur vie, qui à la limite vous dites qu'ils n'ont plus rien à perdre. On dirait qu'ils ont peur de dire à M. Biya que non, là, ce que vous êtes en train de faire là, le pays là va couler. Aucun. C'est simplement extraordinaire que vous en arriviez à un tel système. À un tel système. C'est pour ça que, vraiment, je vous en prie, les jeunes gens, il faut avoir de la dignité. Il faut souvent être indigné, parce que c'est vous, c'est votre vie. C'est votre vie. Il faut être indigné par ce qui arrive, parce que c'est votre vie. Un jour, on va vous dire qu'un monsieur de 86 ans peut faire le sprint. Et vous allez dire oui. Il peut faire le sprint. Il peut faire 100 mètres. Je vois les journalistes là, souvent, ils sont en train de dire que oui, il peut encore courir, il peut encore ceci. Et vous voyez des gens que je croyais vraiment sensés. Venez vous raconter n'importe quoi. Vous vous dites qu'il y a quelque chose qui nous est arrivé. Moi, je vous pose la question. Mais je veux bien. Il y a quelque chose qui nous est arrivé. Mais vous voyez pourtant le pays qui progresse, où il y a des débats tout le temps. On se remet en cause. On se dit non. Vous ne pouvez pas avancer, progresser si vous ne vous questionnez pas. Si vous ne questionnez pas vos performances. C'est ce que je veux, c'est ça l'esprit critique. Critical thinking. If you don't question yourself, destructive creation. So, this is what Schumpeter used to say. You have to destroy to create. Because you need to destroy the current system to create a new one. Yeah. So it's a kind of creative destruction. Creative destruction. If you don't question, if you don't call to question the status quo, how do you expect to move forward? How do you expect to progress? You have to question, and you have to debate, and you have to apply the critical thinking to any current system if you want it to improve. Nothing can be everlasting. And this is it. And this is what I'm convening you as young people, because this life is your life. It's about your life. And you need to be, clearly, kind of, you have to have this kind of mindset where you're going to question what is around you. That's the way. Through innovation, through creativity, questioning process, to say we can do better, we can improve. It can be a dress, it can be an engine, it can be a table, it can be a furniture. Whatever is there can be improved in a way or another. It can be a product, it can be a process, it can be a technology, it can be a design. Whatever the case, it can be improved. If you are not inhabited by this spirit of questioning yourself, questioning your, having this critical thinking, this critical mind, we will not progress. And we need to get out of this system where we live in kind of archaism and what I used to call villageoiserie in French. So if there's some more questions. Yeah, we have some few questions concerning the topic of today. Un de nos followers dit, en juin 2017, le DG de la Caisse autonome d'amortissement disait que 9,3 milliards de dollars, soit 5 142 milliards de francs CFA, dormaient dans les caisses des bailleurs de fonds. Cet argent ne pouvait être décaissé du fait de l'incapacité des dirigeants camerounais à monter des projets, du fait de l'incapacité de nos dirigeants à monter des projets, et puis de la non-maîtrise des procédures de décaissement mises en place par ces bailleurs de fonds. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Qu'est-ce que ça peut inspirer comme réflexion? Je pense que ce que le follower dit, il a raison. C'est ce que on disait sous une autre forme,
C'est-à-dire que vous aviez toujours dans le budget public le budget d'investissement public, mais il était sous-utilisé. C'est-à-dire qu'on pouvait prévoir 200 milliards ou 300 milliards de budget d'investissement public lors d'un exercice, et là-dedans, il est utilisé à 20%, à 30%, à 40%. Ça arrive comment? Ça arrive parce que, en fait, les projets que vous inscrivez là ne sont pas prêts. Je vais vous donner, je vais m'attarder un peu sur ce sujet, parce que c'est un peu ma vie. Vous voyez, en 2010, on lance un emprunt obligataire de 200 milliards, et soi-disant pour un certain nombre de projets. L'emprunt obligataire de 200 milliards, tout de suite, il est souscrit, hein, donc on a 200 milliards là. Mais lorsqu'on a lancé les 200 milliards, les projets auxquels cet emprunt devait être appliqué n'étaient pas prêts. Un projet est prêt comment? Un projet a généralement, on va dire comme ça, grosso modo, 4-5 phases. La phase de début initiation, où vous avez l'idée de ce que vous voulez faire, c'est peut-être un pont, c'est peut-être une route, c'est peut-être un immeuble, c'est peut-être un hôtel, c'est n'importe quel projet, voyez-vous. À ce niveau, on commence à réunir, voir, étudier un peu l'opportunité du projet, n'est-ce pas, pour voir si ça tient. Le niveau de précision, à ce niveau, il y a une étude d'opportunité de l'ordre de plus ou moins 20%. Après, la deuxième phase, c'est vraiment la phase de design, la grosse phase de ce projet, où toutes les études sont faites. Imaginez un pont. On commence par étudier les aspects commerciaux, le trafic. Qui est-ce qui va utiliser le pont? Et comment est-ce qu'il va l'utiliser? Comment est-ce que les gens vont passer là? Les heures de trafic, les heures de pointe, tout ça fait l'objet d'études. Vous voyez ce que je veux dire? Et à ce moment-là, ça vous permet ensuite de commencer à voir quel type d'ouvrage on va faire. Nous sommes toujours dans la phase de design. Quel type d'ouvrage on va faire? Quel type de pont on va faire? Naturellement, si on vous dit qu'il y aura un chemin de fer qui passera par là, il faudra prévoir un chemin de fer. Ce n'est pas après que vous allez vous dire que, mais tiens, il y a un chemin de fer, qu'on a oublié le chemin de fer. Si on vous dit que les bateaux passeront sous le pont, bah, ce n'est pas après que vous allez vous rendre compte que, ouais, tiens, on a oublié que les bateaux passaient, le pont est trop bas, le tablier est trop bas, et si vous allez le faire après. Les aspects techniques vont se faire à ce moment-là, c'est-à-dire les calculs des structures, et ainsi de suite. On va faire les estimations de coût de ce projet-là en fonction de la variante de pont, la variante du design technique que vous aurez choisi. Et les estimations à ce niveau vont devenir beaucoup plus précises, de l'ordre de plus ou moins 5%, niveau de précision. Et en même temps, on va commencer à étudier le timing, c'est-à-dire le délai d'exécution du pont. On va commencer à consulter les entreprises susceptibles de construire le pont, c'est-à-dire les dossiers d'appel d'offres, et ainsi de suite. L'étude de financement se sera fait au même moment, et tout, donc vous avez tous ces aspects. Hein? Les entreprises, vous allez les sélectionner, vous les apprêter. Vous allez regarder les différents risques, analyse des risques susceptibles d'affecter les risques de construction. Ah ben, parce qu'à ce moment-là, vous allez dire, mais je dois prendre des entreprises qui soient solides pour construire. Si n'arrive pas, il ne faut pas que vous vous trouviez là avec une entreprise, comme vous êtes trouvé une fois de quelqu'un qu'on a choisi, mais qui n'avait pas toute la superficie financière ou l'expertise technique pour construire. Vous voyez tout ça. Je vous dis que cette phase-là est la phase la plus grosse dans la réalisation d'un projet. Parce que même les méthodes de construction que vous allez mettre en œuvre sont choisies là. Les dimensions, c'est là, je viens de vous le dire. C'est la phase la plus importante. Selon la complexité du projet, pour faire tout ce travail, ça peut mettre de 2 ans à 7 ans. Le Hilton, on aura mis à peu près, on va dire 2 ans. Et la construction a duré 36 mois. Le pipeline qui faisait 1050 km de Doba pour évacuer le pétrole de Doba, pour l'évacuer au large de l'océan Atlantique, on aura mis 7 ans dans la phase de préparation du design et 2 ans dans la phase de construction. 7 ans dans la phase de préparation. Pourquoi? Parce que 1050 km doivent passer à travers la forêt tropicale. Mais à travers cette forêt, vous allez faire passer des tuyaux, c'est-à-dire l'oléoduc de 1050 km. Il faut faire des études topographiques.
À certains moments, c'est une rivière que vous allez rencontrer. Il faudra construire, prévoir un pont. À certains moments, c'est une vallée. Donc, l'huile va descendre par gravité. Mais à certains moments, c'est une colline que vous allez rencontrer. En fait, il faudra à ce moment-là prévoir une station de pompage pour une sorte de suppresseur pour augmenter la pression. D'accord? Mais si vous ne faites pas tout cela avant, c'est lorsque vous allez commencer à construire le pipeline que vous allez commencer à découvrir tout ça. Or, lorsque vous avez fait ce travail avant, rien n'est plus fait au hasard. Là où vous placez, il y avait pour le pipeline 3 stations de pompage et une station de réduction de pression au niveau du climat. Tout ça a été calculé. Tout ça est fait avant. Ce n'est pas pendant que vous posez le tuyau que vous découvrez qu'ici il y a une rivière. Que là il y a une montagne pour prévoir une station de pompage. Et vous êtes en pleine forêt équatoriale. Comment vous pensez qu'on décide que c'est ici, à cet endroit, que le tuyau va passer, un bout de tuyau va passer, côte à côte? C'est parce que vous l'avez étudié avant. D'accord? Mais pendant que cette étude topographique est en train de se faire, il y a des gens qui sont en train de négocier les contrats de construction, les contrats de financement. On est en train de discuter des financements. On a commencé déjà à prendre, n'est-ce pas, des contacts avec ceux qui peuvent construire. Il faut estimer le coût de l'ouvrage qui vous permettra, au départ, sur la base des études préliminaires, à faire une estimation, je vous ai dit tout à l'heure, à plus ou moins 20%, voire plus ou moins 25%. Au fur et à mesure que vous faites l'étude topographique détaillée, vous raffinez vos calculs. Vous êtes beaucoup plus près, n'est-ce pas, de la réalité. Le niveau de précision devient de plus ou moins 5%. Donc en réalité, lorsque nous faisons l'estimation en disant qu'il va coûter 2 milliards de dollars, c'est-à-dire l'oléoduc, n'est-ce pas, on est déjà très précis par rapport à ce qui doit se faire, mais tout ça prend du temps. Imaginez-vous que lorsque l'huile arrive au niveau du crédit, il arrive avec une pression forte et il va rentrer dans le tuyau qui rentre dans la mer. Le tuyau est allumé à un tanker. Si la pression est très forte, mais il risque carrément de casser le tanker qui est en pleine mer, c'est-à-dire au large du crédit. Et là, il faut calculer la pression avec laquelle ça va arriver de manière à prévoir une station de réduction de pression. Tous ces calculs, vous ne les découvrez pas quand vous faites cela. C'est fait avant. C'est pour ça que cette étape est une étape essentielle. Les méthodes de pose du pipeline sont calculées. Les méthodes de soudure sont calculées. De telle manière que lorsque les entreprises sont choisies, l'analyse des différents risques est faite, les financements sont bouclés. Lorsque vous allez construire, tout est prêt. Voilà pourquoi vous passez 7 ans dans cette phase de projet compliqué et 2 ans dans la phase de mise en œuvre. Alors, imaginez-vous que ce qui se passe au Cameroun, c'est que les gens ont prévu l'argent. Ils ont dit 300 milliards à partir d'une idée dont ils ne sont sûrs de rien. Mais à partir d'une idée, la phase de design n'a pas été faite, mais qui peut prendre 2 ans, 3 ans. Je vous ai dit à certains moments 7 ans. Qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement ou telle autre banque, bailleur de fonds, vous a mis l'argent à votre disposition, mais en fait, votre projet à vous n'est pas prêt pour les raisons que je viens de vous donner. Vous voyez ce que je veux dire? L'argent est mis à votre compte et très souvent, vous commencez déjà à payer les commissions d'engagement parce que vous avez amené le bailleur de fonds à vous garantir cet argent quand vous en aurez besoin. Donc l'argent est bloqué, vous êtes obligé de payer une commission d'engagement par rapport à cela. Mais votre projet, lui, n'est pas prêt. Je vous ai parlé tout à l'heure du pont. Il n'est pas prêt. Les entreprises, le genre de pont que vous voulez construire n'est pas choisi. Les entreprises ne sont pas choisies. Tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure n'est pas prêt. Parce qu'il y a un moment où you are ready to build. You are ready to execute. Once you know that, you're not ready. So the money actually can be committed for you by the funders, but you are not ready to work. You are not ready to execute your project because the detailed study actually was not done. The technical study actually was not carried out. The feasibility study, the financial closing did not happen. You see what can happen? This is the main explanation of it. C'est pour ça que très souvent,
vous vous rendez compte que l'argent est mis à votre disposition, mais votre projet en termes de préparation, lui n'est pas prêt. Il ne peut pas aller. De la même manière que vous êtes en train de construire une maison, mais si vous n'avez pas le plan d'exécution, l'esquisse de la maison n'est pas un plan d'exécution. Parce que le plan d'exécution, c'est celui qui dit que la porte va être exactement à cet endroit. La fenêtre va être exactement à cet endroit. C'est un carreau de telle taille qu'on va mettre, ou un marbre de telle qualité qu'on va mettre. Tout, il n'y a plus de hasard. Quand on sort de la phase de design pour aller à la phase d'exécution, de construction, il n'y a plus de hasard. Il n'y a plus de hasard. Toute chose que vous poserez comme question au project manager, il doit être à même de vous répondre. Si vous lui demandez telle chose sera de quelle couleur, il doit vous répondre. Elle sera placée où? Il doit pouvoir vous répondre. À quel niveau? Il doit pouvoir vous répondre. Ce sera de quelle taille? Il doit pouvoir vous répondre. Là, on va dire, Dieu se trouve dans le détail. Vous comprenez donc pourquoi, lorsque le président Biya dit la CAN de 2019 se tiendra aux outils, je demande sur la base de quoi il disait ça. Parce que normalement, il aurait dû disposer déjà à ce niveau de la phase de tout ce qui est comme document produit de la phase de design. De manière à poser que l'argent est là, on va lui dire oui. Ça vient d'où? On va lui dire là. Ce sera mis en place quand c'est là. Quelle entreprise va construire? On répond. Quel sera le dimanche? On répond. Ainsi de suite. Il n'y avait pas tout ça. Ouais, bien qu'il n'avait pas tout ça. Donc il n'était pas à même de répondre. Normalement, il aurait dû, s'il gérait comme il faut, mon leader, s'entourer justement des gens qui auraient pu le lui dire. Et j'étais à la bonne place. S'il ne me pose pas la question, je comprends immédiatement qu'il y a un souci. Il y a un souci de leadership. Parce que vous allez écrire, très souvent vous allez écrire, ça restera là. Comprenez ce que je veux dire? C'est pratiquement impossible. Lorsque vous voyez Mitterrand, avec les grands travaux qu'il a réalisés, que ce soit le musée du Louvre, la Grande Arche, et ainsi de suite, la Grande Bibliothèque, toujours entouré des, n'est-ce pas, des experts qui peuvent le dire. Vous avez également cette erreur très souvent, je vous le dis, comme demain vous allez avoir à construire vos résidences, vous pouvez avoir un architecte à qui vous demandez, mais il vous fait un plan de maison, et vous lui demandez, mais la maison va coûter combien? L'architecte va vous dire que, en fait, la maison peut vous coûter 30 millions. Et vous vous dites, j'ai 30 millions, donc je peux construire la maison. Mais lorsque vous engagez les travaux, vous vous rendez compte que vous êtes encore au chaînage et les 30 millions sont déjà dépensés. Ça veut dire que le travail de design a été très mal fait. Donc vous vous trouvez, vos 30 millions sont déjà dépassés, vous êtes encore au niveau du chaînage, le second degré n'est pas fait, les fenêtres ne sont pas là, les portes ne sont pas là, et là, vous êtes à une situation extrêmement difficile parce que, vous avez le couteau à la gorge, vous êtes en plein milieu du gué, il faut aller chercher l'argent. Là, vous commencez à aller aux tontines. Aux tontines où les taux d'intérêt vont être très forts, alors que vous aviez toute la latitude dans la phase de design, de prendre le temps, n'est-ce pas, d'avoir un projet, de faire une faisabilité détaillée de votre projet, d'avoir une estimation précise qui soit là de plus ou moins 5% et qui vous permet de chercher les sommes nécessaires de manière très calme. Ça aussi, c'est un cas précis. Maintenant, je pense qu'un jour, comme nous sommes engagés dans cette entreprise d'aider les gens à pouvoir réaliser les projets de toutes sortes, Serge, je pense que vous avez dans les plans que dans les jours qui viennent, on pourra organiser de manière précise, n'est-ce pas, peut-être des workshops sur des projets précis, par exemple, comment faire un élevage, comment faire, n'est-ce pas, pour les gens qui veulent faire un restaurant, comment faire une telle industrie, et ainsi de suite. Et là, nous prendrons le temps d'aller dans le détail. Nous allons organiser, Acte Agir toujours dans ce sens, de manière à ce que les gens soient vraiment outillés pour assurer la réussite de leurs affaires. Parce que ce qui nous intéresse, c'est que chacun membre puisse réaliser pleinement son potentiel créatif. Je pense que j'ai été un peu long, mais c'était peut-être nécessaire. En tout cas, si
le follower a des questions précises, je pourrais y répondre. Merci. Président, un analyste expliquait il y a quelque temps que plus de 80% des ressources allouées au ministère restent à Yaoundé. Cet argent est généralement consommé dans les frais de mission, séminaires, ateliers, etc. Peut-on y voir la manifestation d'un désir de conservation du pouvoir, alors que M. Biya a plusieurs fois prescrit l'utilisation efficiente des ressources affectées au ministère, ou alors, à cause du laxisme ambiant, à cause de la démobilisation dont vous avez parlé, le fait que des fonctionnaires aient décidé de profiter d'un système finalement pour pouvoir s'enrichir à partir du moment où il n'y avait pas d'appareil de contrôle au-dessus d'eux. Mais Serge, dans le système de gestion, il y a un aspect qui est très intéressant, c'est le contrôle. Mais il ne suffit pas de dire dans un discours que les gens doivent bien gérer les budgets qui leur sont alloués pour penser que les gens vont le faire. Lorsque les gens observent, je vais vous le dire, lorsque les gens observent que vous ne contrôlez pas, ils s'en rendent facilement compte. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsqu'ils observent, vous, en tant que manager ou leader, que vous n'avez pas mis en place de système de contrôle, tout de suite, ils s'adaptent à cela. Moi, j'ai vu, regardez, nous-mêmes Camerounais, quand on se retrouve de l'autre côté, les mêmes Camerounais, quand on se retrouve de l'autre côté, on est très performant. Parce qu'on se rend compte que nous sommes dans des systèmes qui sont contrôlés, où il y a des objectifs, il y a des indicateurs de performance qui performent, et puis il y a des contrôles. But all the same, when those people, the foreigners, came to Cameroon, quand les étrangers viennent au Cameroun, ils se rendent compte eux-mêmes aussi, ils étaient très performants d'où ils venaient, mais ils se rendent également facilement compte que, ils sont tombés. Au début, ils appliquent un contrôle. Et puis, vers la fin, au milieu même, le système, très vite, ils apprennent, ils se rendent compte que, ce système, il ne contrôle rien. Moi, j'ai vu des directeurs généraux des banques, des Européens, qui sont venus ici, sur la base du contrat. À un moment donné, quand ils se sont rendus compte que nous étions un système laxiste, mais eux-mêmes ils sont plongés là-dedans. Il y en a qui ont fui à temps, sont retrouvés en Amérique latine avec de l'argent volé, et ainsi de suite, des banques. Vous comprenez? Donc, ça a à voir avec un système. Ce n'est pas parce que Bialouré dit qu'il faut gérer de l'argent de manière efficiente, mais si le système de contrôle n'existe pas, c'est ça. Si le système de contrôle n'existe pas, il va voir, ce n'est pas le fait qu'il ait dit qui change quoi que ce soit. C'est le fait qu'il n'ait pas créé un système de contrôle. C'est exactement comme il a fait les discours contre la corruption. Mais le fameux article, l'enrichissement illicite, vous voyez toujours plein de gens qui construisent des immeubles. Si vous aviez Tracfin au Cameroun, qu'est-ce qu'il ferait? On verrait un immeuble que vous sortez, immédiatement on vous poserait la question, Tracfin, d'où vient l'argent que vous avez utilisé pour construire la maison? Ou le fameux article 66. Comment il peut dire que le fameux article 66 est bien dans la Constitution, mais il n'est pas appliqué à tel enseigne que les ministres qui sont nommés en fonction ne puissent pas faire l'état de leur... Qu'est-ce que ce follower va dire de ça? Non, il ne suffit pas de dire les choses comme si c'était des incantations. Ce n'est pas le fait de lui dire qu'il va faire que ça s'applique. Il faut mettre en place des instruments qui vont obliger les gens à appliquer ce que vous êtes en train de dire. Et c'est généralement à travers des instruments de contrôle. Voilà. Président, on sait que l'État est pratiquement en cessation de paiement, il n'y a pas d'argent au Cameroun. Mais selon vous aujourd'hui, puisque le GICAM dit que les entreprises sont pratiquement en état de banqueroute, si aujourd'hui vous devriez prescrire une mesure, si vous devriez donner une indication pour éviter effectivement qu'elles aillent dans cette banqueroute-là, qu'est-ce qui pourrait être fait? Quel type d'accompagnement on peut envisager pour les entreprises au Cameroun aujourd'hui? Écoutez, les entreprises sont en banqueroute pour une raison, regardez, très simple. Par exemple, dans le cas du Covid, où la demande a vraiment baissé. La demande, parce que les gens, le pouvoir d'achat a baissé, il y a des gens qui ne travaillent pas, et certaines entreprises qui ne peuvent plus probablement obtenir des intrants et tout cela. Vous imaginez que lorsque le Fonds monétaire international libère le fameux crédit rapide de 236 millions de dollars, d'accord?
c'est-à-dire un crédit rapide qui va donc représenter plus de 130 milliards de francs CFA. Ce crédit rapide est mis en place pour des soutiens à la fois aux ménages et aux entreprises. C'est-à-dire, si vous faites un inventaire des gens qui ont perdu leur job, n'est-ce pas? Parce que vous avez dit aux gens en même temps confinement et tout cela. Donc les gens ont perdu leur job. Vous trouvez les moyens de leur accorder des chèques. C'est ce que vous voyez dans les autres pays, parce que les gens comme ça, vous leur accordez des chèques pour maintenir le pouvoir d'achat. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus la situation où, n'est-ce pas, on n'arrive plus à vendre le poulet et tout, et les prix tombent. Et de la même manière, les unités de production qui n'arrivent pas à obtenir des intrants, vous créez des conditions nécessaires pour assurer cela. Mais ça demande qu'il y ait une concertation et que les gens soient, n'est-ce pas, se retroussent les manches, travaillent pour trouver cela. Que les entreprises qui sont concernées puissent indiquer les personnes. Ça demande toujours un travail que je ne vois pas les gens faire. Il vous souvient qu'en 2015-2016, lors de la grippe aviaire, quand la grippe aviaire a éclaté au Cameroun, dans la ferme parentale de Mbogbessi qui produisait les poussins d'un jour et les aliments, il y avait à peu près 40 000 parentaux qui ont été décimés par la grippe. Et du coup, l'environnement ne pouvait pas être approvisionné. Dans le Bifi, dans le littoral, il y a Yaoundé, il y a beaucoup de fermes qui ont été affectées. J'avais écrit qu'il y ait un programme qui soit mis en place, n'est-ce pas, pour soutenir les fermiers. Mais c'est ce genre de programme que vous mettez en place, n'est-ce pas, pour permettre aux fermiers, n'est-ce pas, de fonctionner. Ceux qui sont en train de produire les poussins d'un jour, vous les soutenez. Ceux qui produisent des aliments, vous continuez à les soutenir. Mais ça demande que cela soit fait. Ça n'a pas été fait. Dans le cas d'espèce, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu, je crois, une note du Premier ministre qui répartissait des fonds. Il répartissait des fonds en fonction de quelle stratégie? En fonction de quelle étude? Si un ministère reçoit, on va dire 10 milliards, l'autre ministère reçoit 15 milliards, un autre reçoit 30 milliards, c'est pourquoi? C'est sur la base de quoi exactement? De concret, de détaillé. Comment les 15 milliards que vous avez envoyés au ministère de l'Éducation sont reliés au Covid? Comment telle quantité de milliards que vous reliez au ministère de la Communication sont reliés au Covid? Comment tel montant que vous envoyez au ministère de la Santé sont reliés au Covid? Ou alors, pour être dans votre question, à la relance des entreprises. Vous avez l'impression que, pour faire bonne figure, quelqu'un s'est assis et a commencé à distribuer. Mais en fonction de quoi? Par rapport à quoi? Quels sont les critères? Parce que tout cela aussi doit être transparent. Mais un système extractif n'est pas transparent. Vous auriez dû avoir ici un document public, détaillé, qui vous dise pourquoi l'argent là est distribué de cette façon. Ce follower ne serait pas en train de me poser cette question. Il ne serait pas en train de me poser cette question. Vous voyez? Parce que, je vous dis tout le temps, que dans cette transparence, elle n'a pas simplement pour but d'informer. Mais ceux qui vont à l'école, mais ils vont à l'école sur la base de quoi? C'est ce genre d'expérience qui constitue des cas d'école et des cas d'enseignement pour eux. Tout ce qu'on a eu au Cameroun comme catastrophe, ou même comme cas d'échec, de réussite, ce n'est pas documenté. Donc à la fin, vous allez à l'école, mais c'est pour apprendre à partir de quoi? Mais vous ne pouvez pas apprendre à partir de... Les autres font des case studies, mais les case studies sont basés sur leur environnement. Notre environnement, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a tiré comme enseignement de toutes les catastrophes? La catastrophe ferroviaire de Sega. Qu'est-ce qu'on a tiré comme enseignement de ça? Je veux voir un rapport public. Qu'est-ce qu'on a tiré comme enseignement de l'incendie de Sam? Tu vas avoir un rapport public. La CNIOS. La CNIOS. C'est comme ça que la société évolue. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça, cette matière
où vous amassez de l'information par rapport à des situations qui constituent la source de savoir. It's about the knowledge. Many of those kind of haphazard accidents and so on normally should be sources of knowledge, not to repeat the same mistake in the future. But in this case, you don't see it happen. More oftentimes, Cameroon is behaving like this is the first time, the place we are starting. What is the kind of experience that we gain from our football history? What is the kind of experience did we gain from our football history? Even where is the Hall of Fame? You people are hearing about kind of very famous players like Mbappé Lepe, Tokoto Jean-Pierre, Théophile Abega, John Keb, Tato James, should some rest in peace. You hear about all of those people. Where the history? Where the Hall of Fame? Where can you read about the history? Where can you read about the pioneers of this sport in your place? We are living in a country of amnesia. Amnesia is like a country without memory, and nothing is done to have this kind of legacy to the younger generations. I heard this guy, Bichoka Simondi, talking about the legacy of democracy of Fulbia. He was kind of defending himself about when he was victimized in the office of Mr. Sadi. Yeah. And he said, Cameroon where Fulbia is given the legacy of democracy. But I would like to tell him that if really this country was a democratic country, it would not have been victimized. Of course. So there's no democracy. And there's no need to go through this kind of hypocrisy to say about this is the legacy of Fulbia. No. If we were in a very democratic country, it would not have been victimized in such a way. So this is very clear. So, we need to be very clear about it. We need to be very clear about this kind of behavior. And we need to actually repudiate this kind of behavior. Let's not be hypocritical about what people are doing. No. The place is not democratic. This is a place where there is always a permanently gross violation, gross breaches of basic human rights. You live all over throughout the place. It's a place of torture. It's a place of torture. You know about torture. So why is it that you're defending someone that you should not defend? So this is it. Thank you so much, Mr. President. Dear followers, we are at the end of the session of this Saturday Talk. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous prions de regarder les replays que nous rediffusons sur toutes nos plateformes. Et nous vous invitons encore plus nombreux à nous suivre samedi prochain. Le thème de samedi prochain vous sera annoncé en semaine. Monsieur le Président, merci beaucoup. C'est moi. Et rendez-vous est pris pour samedi prochain. Merci beaucoup. À très bientôt.